Je passe la parole à Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je veux remercier pour la qualité de leur travail les deux rapporteurs, Jean-Philippe Morer et Bernard Lesterlin, puisqu'on retrouve effectivement dans le rapport d'évaluation nombre d'interventions sur le plan, sur le fond, je dirais, que nous avions faites pendant la discussion de la loi au moment de mars 2010. Et je crois qu'il est important d'avoir un droit de suivi de ce point de vue-là. Donc quelques remarques extrêmement brèves. D'abord pour rejoindre ce qu'a dit Bernard Lesterlin sur la nécessité d'une gouvernance et d'un pilotage de proximité. Hein, c'est très important que les élus locaux et le monde associatif au niveau du terrain soient complètement impliqués et investis sur la question du service civique, qu'on n'est pas simplement une grande machine au niveau national, aussi performante soit-elle. Deuxièmement, insister sur la question de l'information. Elle est incomplète aujourd'hui sur le dispositif. On a beaucoup utilisé Internet. Il y avait une campagne de communication qui était prévue au départ sur le service civique, mais elle a été absorbée et je dirais même détournée au profit de la campagne de communication sur les retraites. Il fallait peut-être beaucoup de pédagogie sur les retraites, mais enfin, ça n'empêche pas qu'on ait une communication aujourd'hui beaucoup plus grand public et plus régulière sur la question de l'engagement du service civique. Une remarque sur la montée en puissance. L'objectif, quand on a voté cette loi, qui avait été évoquée par Martin Hirsch, était 75 000 services civiques, volontaires services civiques en 2014. On en est à 10 000 en 2011. Je pense qu'on aura du mal à suivre le plan qui avait été élaboré de monter en puissance, 25 000 en 2011, 40 000 en 2012 et la suite. Mais c'est très important que cette montée en puissance quand même puisse se faire. D'abord, parce que si on veut qu'il y ait un véritable rôle de brassage social, il faut qu'on touche beaucoup plus de jeunes, pas simplement qualitativement, mais aussi quantitativement. Et puis, si on veut aussi en faire un puissant levier au service du monde associatif, parce que c'est aussi un des objectifs du service civique, il faut qu'on puisse déployer ce dispositif beaucoup plus rapidement. Je rappelle que en Allemagne, puisqu'on cite beaucoup le modèle allemand, dont il faut s'inspirer parfois, pas tout le temps, mais parfois, il y a actuellement 100 000 jeunes qui sont en service civique. Quatrième et avant-dernière remarque, c'est sur la question du brassage et de la mixité sociale. On a effectivement un petit souci aujourd'hui de sous-représentation des catégories de jeunes qui sont au niveau diplôme infra-bac. Hein, 24% de jeunes au niveau en dessous du bac au lieu de 36 pour l'ensemble des jeunes. Un problème de représentation des jeunes en milieu rural et aussi des jeunes en situation de handicap. Donc il faut qu'on puisse quand même élaborer des outils qui permettent de corriger ça. On avait beaucoup insisté lors de la discussion du texte, et notamment donner les moyens aux associations d'avoir des cahiers des charges un peu plus contraignants dans leurs conventions, dans leur agrément, et aussi les moyens d'avoir un accompagnement plus soutenu. Donc c'est forcément un peu plus coûteux pour tous ceux qu'il faut prendre en charge, et notamment les jeunes les plus en difficulté. Moi j'insiste sur un point, là, qui ne coûte pas d'argent pour le coup, c'est que dans le temps de la durée d'engagement des volontaires, on privilégie les temps collectifs de partage, d'échange, pas simplement au moment de la formation, mais aussi pendant le service civique. Je sais que certaines associations comme Unicité le font. Et là, ça permet très concrètement de mettre des jeunes de toute origine, de toutes conditions, ensemble et pour partager leurs expériences. Dernière remarque, Monsieur le Président, elle concerne un autre point qui a été évoqué par les rapporteurs, c'est la question de la formation et du tutorat des jeunes. Là aussi, on le voit bien. Alors, il y a le retard du référentiel, bien évidemment, de formation au niveau de l'agence et puis du décret sur la formation civique et citoyenne. Mais on voit aussi que les petites structures associatives n'ont parfois pas et souvent pas les moyens de mener cette formation en direction des volontaires. Donc, il faut absolument aujourd'hui qu'on se penche sur cette question-là pour savoir quelle aide financière spécifique aujourd'hui on peut accorder à la fois aux grands réseaux associatifs qui permettent de mutualiser cette formation-là, mais pas simplement, et qu'on aille un petit peu au-delà. Et donc, c'est cette idée aussi de centre de formation des tuteurs qui a été évoquée tout à l'heure par Bernard Lesterlin. On rejoint là un petit peu finalement la discussion qu'on avait juste avant, celle sur le service civique, sur les crédits budgétaires. Quand je parlais de la formation, la vie associative et aussi la formation des bénévoles, je pensais aussi aux moyens supplémentaires qu'on pourrait accorder aujourd'hui, notamment aux têtes de réseau associatives, pour que cette formation
se passe dans de bonnes conditions, parce que c'est une des conditions justement de la réussite du service civique. Merci. Merci beaucoup.